Alors, je veux juste attendre le OK. Est-ce que les gens à l'extérieur de la salle m'entendent bien via le webinaire? On attend toujours, il n'y a pas de réponse pour le moment. Alors, ça, c'est pas bon signe. Ben, des fois, bonne nouvelle, mais Qui ne dit mot consent. c'est ça. Ça fonctionne? Oui, oui. OK, ça fonctionne. Alors, on va y aller. Alors, très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous partager les résultats du sondage montréalais. En fait, le sondage qu'on a réalisé grâce à la firme Somme, donc un sondage très rigoureux auprès d'un échantillon représentatif de Montréalais. Mais je tiens à vous dire que, dans le fond, les données provinciales et les données montréalaises se ressemblent énormément. Alors, pour les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui et qui viennent de d'autres régions du Québec, je pense que les données vont vous parler également. Alors, donc, effectivement, lorsque Raymond nous a contactés, moi, Gilles, Jacques, on a voulu tout de suite aller un petit peu plus loin que simplement de constater que oui, c'est vrai, les hommes, oui, les hommes ont plus de difficultés à demander de l'aide que les femmes. Tu sais, on le sait, ça, c'est connu depuis toujours. Ce qu'on avait envie de connaître, c'est quelles sont leurs préférences. Hein? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour les aider à avoir recours aux services? Alors, c'est vraiment dans cette voie-là qu'on a décidé d'explorer davantage avec ce sondage-là. Alors, oui, tu peux peut-être tourner la zone. Non? OK, reviens encore. OK, donc je tiens bien sûr à remercier les bailleurs de fonds. Donc, tout d'abord, le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes et par la suite, le comité régional montréalais en santé et bien-être des hommes qui ont financé vraiment toute la portion montréalaise du sondage. Donc, merci aussi à l'équipe. Déjà, Raymond a parlé de l'inestimable Gilles Tremblay qui est ici dans la salle. Alors, Gilles, merci beaucoup. Est-ce que Jacques Roy est ici aussi? Non. Donc, Jacques aussi a beaucoup collaboré. Mais je tiens à mentionner également Arnaud Duhaut, qui est un professeur en sciences infirmières à l'Université de Montréal, et à la psychologue Brigitte Lavoie, qui travaille beaucoup en approche orientée vers les solutions, puis qui nous a inspiré aussi quelques questions dans le sondage. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Alors, la méthodologie du sondage, donc nous avons un échantillon d'hommes adultes montréalais de 1542 personnes, dont 410 avaient été sondés dans le cadre du sondage provincial. Alors, le sondage provincial a eu lieu en octobre 2018, alors que le sondage montréalais a eu lieu de novembre à décembre 2018. Alors, allons-y avec les faits saillants de l'étude. Tout d'abord, l'état de santé mentale auto-rapporté des hommes montréalais est très bonne ou excellente dans la majorité des cas, pour une majorité d'hommes montréalais, ce qui est très similaire à ce qu'on a constaté dans les données provinciales. Donc, lorsqu'il y aura des différences par rapport à Montréal, je vais vous les signaler. Autrement, dites-vous que ça représente aussi ce qui se passe pour le Québec, d'accord? Alors, il y a néanmoins 11 % d'hommes montréalais qui estiment que leur santé mentale est pas stable ou mauvaise. Donc, 11 %. Il n'y a pas vraiment de différence régionale par rapport à ça dans les différents territoires de SUS. Prochaine diapo. OK, maintenant la détresse psychologique. Donc, notre message est beaucoup aussi autour de ça. Donc, il y aurait un homme montréalais sur 4 qui vivrait probablement de la détresse psychologique en ce moment. Un homme sur 4. C'est vraiment considérable et ça nous inquiète. C'est une proportion qui est légèrement supérieure à celle qu'on observait pour l'ensemble de la province, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Donc, on peut grosso modo se dire que le problème est présent à l'échelle de la province. Par contre, ce ne sont pas tous les groupes d'hommes qui sont touchés de la même manière par la détresse psychologique. Alors, on constate que chez certains sous-groupes d'hommes, la prévalence de détresse psychologique serait beaucoup plus élevée. C'est le cas notamment des jeunes de 25 à 34 ans. 43 % des jeunes hommes montréalais de 25 à 34 ans souffriraient probablement de détresse psychologique. C'est pas banal, parce que souvent la détresse psychologique, justement, ça peut être associé à de la dépression, à des idées suicidaires, à de l'anxiété. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut, pour lequel on doit porter une attention particulière. On constate aussi une prévalence plus élevée de détresse psychologique chez les hommes qui ne sont ni à la retraite, ni sur le marché du travail. Alors, les étudiants, les hommes qui travaillent, qui sont en recherche d'emploi, les hommes qui sont à la maison, souffriraient davantage de détresse psychologique. Donc, une proportion de 40 %, c'est quand même près d'un homme sur 2, c'est considérable. Les hommes célibataires également. Les hommes dont les revenus sont les plus faibles. Vous connaissez peut-être déjà mon engagement en faveur d'une réduction des inégalités sociales de santé. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup, le fait que les hommes en situation de pauvreté ou les hommes qui ont moins de revenus vivent plus de détresse psychologique.
Et on a constaté une différence régionale par rapport à ça. C'est vraiment les hommes résidant dans le territoire du centre-sud. Donc, il y en aurait le tiers. Donc, un homme sur 3 qui réside dans le territoire du centre-sud vivrait une détresse psychologique probable. Et j'ai demandé à un membre de l'équipe de recherche de regarder là, ce qui se passait quand on cumulait un peu ce genre de facteurs de risque. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les hommes jeunes de moins de 35 ans, célibataires et qui sont à faible revenu? Eh bien là, la prévalence de détresse psychologique est autour de 52 %. Donc, on voit que c'est quand même des données qui sont très préoccupantes et pour lesquelles, justement, les autres données du sondage pourraient peut-être nous éclairer sur comment on pourrait peut-être mieux rejoindre ces hommes-là, comment on pourrait les inciter à avoir recours aux ressources. Alors, je pense que vous ne serez pas étonnés d'apprendre que les médecins sont les ressources les plus consultées par les hommes. Hein? Au total, là, c'est 82 % des hommes montréalais qui ont consulté un médecin au cours de la dernière année. Que ce soit leur médecin de famille, un médecin à l'urgence, un médecin spécialiste, donc 82 %. Donc, les hommes consultent, mais ils se tournent plutôt vers les médecins. Par contre, beaucoup plus rarement, les hommes vont faire appel à des ressources psychosociales, donc 17 %. Et cette proportion augmente un peu chez les hommes qui vivent une détresse psychologique probable. Hein? Donc, on voit ici sur le tableau que c'est 29 % des hommes qui vivraient une détresse psychologique probable qui auraient consulté un intervenant psychosocial, mais c'est très, très peu. Hein? Lorsqu'on vit une détresse psychologique, là, bien sûr, le médecin peut nous aider, hein? Il peut nous écouter, il peut nous prescrire une médication. Mais je pense que les intervenants psychosociaux, comme les psychologues, les travailleurs sociaux, les intervenants dans le milieu communautaire, vous avez un rôle à jouer aussi pour aider ces hommes-là qui vivent de la détresse psychologique. Mais ils ne vont pas vers vous. Comment ça se fait? Hein? Donc, c'est ça la question centrale, à mon avis. C'est ça qu'il faut se poser, puis c'est ça à quoi on doit répondre peut-être. Sortir, en tout cas aujourd'hui, avec des amorces de réponse à cette question-là. Comment on peut faire en sorte que les hommes se tournent davantage vers les ressources psychosociales pour les aider? Et là, ça m'amène à justement vous souligner le fait que c'est pas parce qu'une ressource est disponible qu'elle est nécessairement accessible. Souvent, vous allez dire, écoutez, mon organisme est là 24/7. Hein? Le CLSC est ouvert pour tout le monde. Hein? On ne fait pas de discrimination à la porte, les hommes et les femmes. Les hommes sont bienvenus. Ils ne viennent pas. Mais là, à un moment donné, on a fait ce qu'on pouvait. On est disponible. Okay? Disponible, ça ne veut pas dire accessible. Il y a des barrières à l'accessibilité. C'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Donc, on a vraiment un effort supplémentaire à faire pour essayer de justement tendre la main davantage à ces hommes-là qui ont différentes barrières à l'accès aux ressources. Alors, on a vu tantôt que les médecins, ce sont les ressources les plus consultées. Mais vous savez quoi? Ça serait des alliés puissants pour nous aider à référer les hommes vers les ressources psychosociales. Parce qu'on a demandé aux hommes dans notre sondage, on leur a dit, sur une échelle de 1 à 10, quelle serait la probabilité que vous consultiez un intervenant si un médecin vous dirait de consulter? Si un médecin vous disait de consulter. Alors, les hommes ont estimé en moyenne à 7,7 sur 10 la probabilité qu'ils consulteraient. Donc, quasiment 80 %. Donc, on voit que les médecins ils ont un pouvoir d'influence considérable. Okay? Mais est-ce que vous pensez au moment où on se parle que les médecins vous connaissent? Est-ce que vous pensez que les médecins pensent à vous? Hein? Pensent à vous référer des hommes en détresse psychologique alors qu'ils en auraient bien besoin? Peut-être pas. Okay? Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler à mieux collaborer avec les médecins, leur faciliter le travail. Ils ont peu de temps, ils voient beaucoup de monde. Comment on peut faire en sorte pour eux que ce soit facile, premièrement, de vous connaître et de vous référer des personnes en détresse? Et là, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec des médecins de ma connaissance, puis ils m'ont dit qu'il y a différentes stratégies qu'on pourrait mettre en place pour sensibiliser les médecins, premièrement, à votre existence, puis au fait que vous faites du bon travail, que vous pouvez être utile pour les hommes en détresse. Okay? Donc, les médecins, souvent, qui se regroupent dans des groupes de médecine familiale, bien, ils ont des rencontres mensuelles d'administration où ils acceptent de rencontrer des organismes de la communauté puis de les entendre parler un peu de leurs services. C'est une option, ça, aller les rencontrer, les médecins. On sait aussi que, bon, ça c'est une bonne chose, de plus en plus de GMF ont un travailleur social. Hein? Les CLSC ont dégagé des ressources pour aller directement dans les groupes de médecine familiale. Donc, est-ce qu'on peut faire des contacts avec le travailleur social du groupe de médecine familiale pour nous faire connaître? La médecin me racontait, Marie-Thérèse aussi, pour ne pas la nommer, qu'il y a aussi une revue qui est très, très lue par les médecins au Québec, c'est le Médecin du Québec. Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour écrire un article pour vous faire connaître un petit peu plus des médecins? Ça pourrait être une option aussi.
On peut organiser aussi peut-être un rallye des ressources, hein, pendant lesquelles l'infirmière ou le travailleur social de la clinique médicale pourrait aller vous visiter. Donc, on peut penser à mille et une stratégies, mais moi, je pense que c'est prioritaire. Okay? Les hommes vont voir les médecins devraient vous référer les personnes. Alors, ça serait quelque chose à explorer, je pense, peut-être au cours de la journée, cette idée-là. On peut continuer. Bon, ensuite, on a demandé aux hommes, dans le fond, différentes motivations qui les inciteraient à consulter. Donc, encore une fois, sur une échelle de 1 à 10, quelle serait la probabilité que vous consultiez si un intervenant si? Alors, on constate que c'est vraiment la situation pour laquelle ils seraient les plus favorables à aller consulter, c'est lorsqu'ils réalisent que leur problème a un impact sur leur enfant. Donc, beaucoup d'hommes n'iront pas consulter juste pour eux. Ils vont dire « ça vaut pas trop la peine » ou « j'y crois pas trop ». Mais d'y aller pour leurs enfants, c'est quelque chose qui va leur parler beaucoup. Hein? Ils vont dire « j'ai pas envie que mes enfants vivent ce que j'ai vécu ». Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter peut-être à mentionner aux hommes que, dans le fond, ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils rencontrent, bien, ça se peut que ça ait un impact sur leur enfant, puis qu'en contribuant à les régler, bien, ça pourrait avoir un impact positif, rejaillir sur toute la famille, hein, sur leur entourage, aussi sur leurs proches. Si les hommes pensaient à se suicider, ils estiment à 7 sur 10 à peu près la probabilité qu'ils consulteraient. Donc, on est loin du 100 %, donc on voit. Et par la suite, bien, ça se regroupe pas mal autour de 6 sur 10, la probabilité de consulter si la conjointe menaçait de les laisser, s'ils vivaient une séparation conjugale, s'ils perdaient leur libido et s'ils se sentaient déprimés. Donc, on voit que ça ressemble, c'est toujours du 6 sur 10. Alors voilà, donc travailler peut-être l'impact sur les enfants, puis les idéations suicidaires aussi, montrer que les ressources sont présentes. Puis encore une fois, bien, les CPS, les centres de prévention de suicide, sont là 24/7. Hein? Mais très peu de personnes les consultent lorsqu'ils sont en situation de crise. Il y en a beaucoup, mais il en reste encore beaucoup à faire. Okay. Maintenant, on a voulu en savoir plus sur ce que les hommes pensaient qui pourrait être aidant pour les amener à consulter une ressource. Alors, ce qu'on constate, c'est que le facteur qui semble le plus aidant pour eux, c'est la gratuité des services ou leur faible coût. Okay? Donc, et ça, c'est une différence aussi de Montréal par rapport au reste de la province. À Montréal, il y a un petit peu plus d'hommes qui considèrent que c'est très important, cette gratuité puis le faible coût des services. Parce qu'à Montréal aussi, il y a une plus forte concentration de personnes vivant en situation de pauvreté aussi, il faut dire. Alors, la gratuité, c'est très important. Vous voyez en bas, là, tout en bas du tableau, les services disponibles en anglais. Donc, chez les hommes anglophones, c'est vraiment le facteur le plus déterminant, le plus aidant, c'est de pouvoir parler à un intervenant dans leur langue. C'est normal. Donc ça, c'est quelque chose à travailler, faire en sorte qu'on ait de plus en plus de services accessibles dans les deux langues à Montréal, puis dans le reste de la province aussi. Okay. Vous voyez que la gratuité des services est particulièrement importante pour les personnes qui estiment que leur santé mentale est passable ou mauvaise. Donc, probablement des personnes qui en ont vraiment beaucoup besoin de ces services-là. Donc, quand on estime que notre santé mentale est passable ou mauvaise, possiblement qu'on n'est pas sur le marché du travail, possiblement qu'on est en arrêt maladie, on n'a pas beaucoup de sous. Donc, à ce moment-là, et on a su, en tout cas, ça se dit qu'il y a certains organismes communautaires ou certains services qui ont dû demander une contribution financière des usagers pour continuer à donner les services à cause des coupures, à cause de l'austérité. Mais ça, c'est une pratique qui pose une barrière supplémentaire. Même des frais de quelques dollars, ça peut s'avérer déterminant pour un homme puis l'empêcher de consulter. Donc vraiment, il faut préserver le plus possible la gratuité des services. Un autre facteur qui est important, c'est les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture qui facilitent la vie. Et on voit que c'est particulièrement important pour les hommes de 35 à 54 ans et les travailleurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est avoir des heures d'ouverture le soir, les fins de semaine. Essayer de sortir un peu du 9 à 5, qui convient bien souvent aux intervenants. Hein? Oh, j'aime ça, moi, challenge. OK, l'autre élément. OK, s'informer, c'est ça. Donc, un homme sur deux considère que ça serait très aidant de pouvoir s'informer sur la ressource avant de consulter. Puis 42 % considèrent que ça serait très aidant de savoir à quoi s'attendre. OK? Donc, avant d'aller vous voir, ils veulent savoir vous êtes qui, vous servez à quoi ils peuvent s'attendre s'ils vont vous voir. Donc, dans vos sites Internet, dans vos manières de vous présenter, soyez clairs sur comment ça fonctionne chez vous, puis c'est quoi les bénéfices concrets que les hommes pourraient retirer à aller vous voir.
Ça a été documenté dans plein d'articles scientifiques à quel point, dans le fond, les hommes ils sont un peu méfiants et sceptiques. Je suis désolée, mais ils sont un peu sceptiques par rapport à ce que vous allez être capable de leur offrir. Donc, il faut être vraiment très clair par rapport à ça, puis vraiment mieux expliquer, mieux vendre quelle est la valeur ajoutée des intervenants psychosociaux par rapport aux médecins, par exemple, lorsqu'on vit de la détresse. En quoi vous pouvez leur être utile? Êtes-vous efficace? À quoi ça sert? Donc, je pense de montrer sur votre site Internet des témoignages d'hommes qui ont vraiment bénéficié de vos services, qui sont capables de parler d'impact concret dans leur vie réelle, de la fréquentation de vos services. Ça pourrait être une option à envisager si vous ne le faites pas déjà, probablement. OK? Je change à apporter mes feuilles. Je ne suis pas habituée de... Mais je n'ai pas d'écran ici. Je serais... En tout cas, c'est un bon coup pour moi, je me donne. OK. L'autre élément, c'est le rendez-vous par Internet. Donc, il y a 43 % des hommes qui considéraient très, très aidant de pouvoir prendre rendez-vous sur Internet. Dans la salle, qui permet à leur clientèle de prendre rendez-vous par Internet? Personne. Une personne. 2, 3, en tout cas une couple. Ah oui, un monsieur ici. Osez le dire, non? OK, bien, d'abord, vous les avez peut-être repérés. Allez les voir pour leur demander comment vous faites pour être accessible par Internet, OK? Parce que ça, je pense que c'est une pratique qu'il faudrait mettre en place. Mais encore là, une fois, je pense que l'autre diapo va dire. Tourne. Voilà. Centre-Sud, ici, se distingue encore par une plus forte proportion d'hommes qui souhaiteraient pouvoir prendre rendez-vous dans la ressource par Internet. Tu sais, Centre-Sud, c'est le plateau, c'est le centre-ville, c'est bon. On va arrêter là. OK. Bon, maintenant, on leur a demandé, donc vous avez vu, il y avait plusieurs facteurs qu'on voulait voir s'ils considéraient comme très aidants. Donc l'échelle, c'était est-ce que c'est très aidant, moyennement aidant, un peu aidant. Bon. Mais là, on a voulu, pour prioriser, leur dire, c'est quoi le plus important? Donc choisissez juste une réponse. Et là, la réponse qui a reçu le plus d'adhésion, c'est sentir que l'intervenant pourra réellement l'aider à régler son problème. OK? Donc, vous voyez encore cette idée de il faut mieux vous vendre pour lutter contre cette espèce de scepticisme ou cette méfiance à l'égard de vos services. Qu'est-ce que ça va me donner vraiment d'aller à cette ressource-là? Donc, ça, c'est très important. Donc, pour moi, ça soulève une question vraiment centrale de crédibilité. Donc, les médecins, nettement, sont vus comme une source crédible d'aide. Il faut que vous aussi, vous deveniez une source crédible d'aide à leurs yeux. Donc, expliquer, comme je dis, c'est quoi votre expertise particulière, en quoi vous pouvez leur être utile, pour moi, c'est fondamental. On leur a demandé aussi, dans le fond, si vous aviez besoin de consulter un intervenant psychosocial professionnel, préfériez-vous que l'intervenant vous écoute sans jugement et vous laisse faire votre réflexion par vous-même, vous aide à comprendre ce que vous vivez sans vous indiquer quoi faire, ou vous donne une rétroaction des conseils et des outils concrets, ou toutes ces réponses? Bon, là, forcément, quand, tu sais, toutes ces réponses, la moitié des hommes ont dit toutes ces réponses. OK, bon, ça ne nous aide pas tellement. Mais il y a quand même le tiers qui ont vraiment une nette préférence pour des outils concrets, de la rétroaction, des conseils. Ça parle encore de quand ils viennent vous voir, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont retirer en bénéfice. Donc, ce qu'ils veulent, c'est de l'aide concrète. Donc, j'imagine que c'est un vocabulaire ou quelque chose qu'il faut mettre en évidence quand ils vont sur votre site Internet, qu'ils vont sortir de là avec des outils concrets. OK? Donc, c'est quelque chose qui vont leur parler peut-être de manière plus particulière. OK. Bon, la boîte vocale. On leur a demandé si vous communiquez avec une ressource parce que vous avez besoin d'aide et que vous tombez sur une boîte vocale, allez-vous laisser un message, rappeler plus tard, laisser tomber ou essayer ailleurs? Il y a quand même un petit peu plus que le tiers qui vont laisser un message. Okay? Un autre tiers qui rappellerait plus tard. Mais il y en a quand même un tiers qui laisserait carrément tomber ou qui irait ailleurs. Puis je vous dirais que dans le laisser tomber, je pense sur le diapo, je l'ai mis. Voilà. 24 % des hommes en détresse psychologique laisseraient tomber. 1 sur 4. Carrément. Pouf. Plus de nouvelles. Donc ça, grosso modo, moi, ce que ça me dit, c'est que pendant vos heures d'ouverture, il faut absolument que quelqu'un réponde à la ligne, OK, pour pas qu'il tombe sur la boîte vocale. Et par ailleurs, il faudrait que les ressources 24/7 soient peut-être un petit peu mieux connues, c'est-à-dire que tu peux appeler à différents endroits là, pour avoir de l'aide 24/7. Donc ça, peut-être que ça serait important aussi de les communiquer, ces numéros-là. OK. Maintenant, la question du sexe de l'intervenant. Est-ce que les hommes aimeraient mieux avoir un intervenant homme, aimeraient mieux avoir un intervenant femme? Mais grosso modo, les hommes, la majorité, n'ont pas de préférence. Pas de préférence. Par
contre, chez certains groupes d'hommes, il y a une préférence un petit peu plus marquée pour avoir un intervenant masculin, notamment chez les personnes homosexuelles. Les personnes qui vivent de la détresse psychologique, 1 sur 4 préféraient parler à un homme. Encore une fois, Centre-Sud qui se distingue ici, et les hommes vivant seuls. Donc, pour certains hommes, ça semble être une préférence, mais ce n'est pas la majorité. OK. Ensuite, on leur a demandé, dans le fond, est-ce que vous préférez, là, quand ça ne va pas bien, là, si vous faites une demande d'aide, là, avoir une relation de continuité avec votre intervenant, quitte à attendre, ou plutôt voir quelqu'un vite, rapidement, quitte à ce que ce ne soit pas lui qui fasse le suivi. OK? Puis là, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a intervenant parle anglais là, mais en tout cas, on a mis ça. Pour les anglophones, le fait que l'intervenant parle anglais, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Pour 27 % des gens, ils avaient juste un choix, c'était le plus important. Donc, mais la majorité des hommes ont dit que ce qu'ils souhaitaient, c'était une relation de continuité avec l'intervenant, quitte à attendre. Mais il y en a quand même le corps qui dit non. Moi, je m'en fiche de la continuité, je veux voir quelqu'un rapidement. OK? Donc, ça parle aussi de comment on doit peut-être offrir les services. En tout cas, il faut réfléchir. L'autre élément, on leur a demandé si vous étiez placé sur une liste d'attente, est-ce que vous aimeriez qu'on vous rappelle régulièrement pour prendre de vos nouvelles? 68 % a dit oui. Et ça, je pense que c'est une pratique qui est très peu répandue. Je sais, moi, que dans la plupart des CLSC, après l'évaluation, en fond, les gens sont souvent placés sur une liste d'attente, puis on leur dit, écoutez, si votre situation change, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous expliquer que la situation a changé. Peu vont le faire. Hein? Ils ne veulent pas déranger, ils ont déjà fait leur demande d'aide. Je pense que ce serait intéressant quand même de faire des rappels, peut-être au mois, ou ce que vous êtes capable de faire, là, pour voir comment l'homme se porte, parce que ça se peut que sa situation se soit très dégradée, puis il n'ait pas osé vous rappeler. Il a perdu votre numéro, il ne se rappelle plus trop, donc ça serait peut-être une pratique à envisager. Les proches, maintenant. Moi, les proches, je les aime, c'est tellement important. 99 % du temps, les personnes, ils ne sont pas dans votre bureau avec vous, ils sont dans leur famille, avec leurs proches. Bon. On leur a demandé, est-ce que vous trouveriez aidant qu'un proche vous accompagne au premier rendez-vous? La moitié des hommes ont dit que c'était aidant. Très aidant ou moyennement aidant, ils ont dit que c'était aidant la moitié, mais chez les hommes faiblement scolarisés, 62 %. Ça peut être très anxiogène pour une personne d'aller consulter une ressource qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vécu ça, ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi. Ça, là, c'est une pratique à coût nul. Ça ne coûte rien d'offrir aux hommes. Si vous voulez, monsieur, vous pouvez venir accompagner d'un proche à votre guise. Vous n'êtes pas obligé. Si ça vous tente, n'hésitez pas à amener quelqu'un avec vous. Ça coûte quoi? Ça coûte rien, ça. Vous pouvez implanter ça demain matin dans vos organismes. Je pense que ça pourrait être aidant pour certains hommes. Bon, ensuite, on leur a dit, il existe toutes sortes de ressources destinées aux hommes. Ça serait quoi la meilleure stratégie, la stratégie la plus efficace pour vous aider à les connaître? Ils avaient 3 choix. Okay? Le choix qui a suscité le plus d'adhésion, c'est le site Internet spécialisé. Un site Internet où on va et on est capable de repérer partout au Québec où sont les ressources d'aide. Quelles sont-elles, ces ressources d'aide-là? Où je peux y aller? C'est quoi le numéro de téléphone? À l'heure actuelle, on n'a pas ce type de site Internet-là au Québec. Chaque organisme ou chaque établissement a son propre site Internet, mais on n'a pas de lieu centralisé où faire une demande, s'informer, tout ça. Donc ça, pour moi, ça m'apparaît très, très important. Puis par la suite, bien, il y a les publicités télé et des dépliants dans la boîte postale, la bonne vieille méthode de la poste, oui, mesdames et messieurs. Donc, ça reste quand même dans les... Ça, on s'était dit des applications mobiles, des publicités ciblées sur Internet. Non, des dépliants dans la boîte postale. Alors, voilà. Maintenant, des pistes d'action. Bon, moi, je ne suis pas une grande spécialiste de l'intervention. Je suis psychologue communautaire, on travaille un peu autrement, on ne fait pas d'intervention individuelle. En tout cas, je me suis quand même permis, à la lumière de ça, puis avec des discussions avec les collègues, là, de cibler certaines pistes d'amélioration concrètes. Donc, premièrement, réduire les barrières d'accès. Le coût, on essaie que ce soit le coût le plus faible possible, ou évidemment la gratuité. La langue, donc dans les 2 langues, si possible. Les heures d'ouverture, le soir, les week-ends, s'il vous plaît. Boîte vocale à éviter. Ensuite, je pense que c'est fondamental de démystifier c'est quoi l'intervention psychosociale. Okay? Donc, expliquer son utilité, son déroulement, décrire l'expertise des intervenants. Donc, vous avez été formé, vous avez une certaine expertise, vous êtes capable de donner des exemples concrets de bénéfices pour les hommes. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à faire à court terme. Ensuite, je pense que ça serait important aussi, considérant le fait que souvent, il y a des listes d'attente, c'est d'offrir des outils dès l'évaluation. Donc l'homme, il veut avoir des outils concrets, il veut déjà démarrer quelque chose, il est actif, il a fait une demande d'aide, donc il est vraiment dans une démarche.
Donc, je pense que c'est intéressant de l'aider à démarrer son processus, même s'il est mis en attente avant de voir un intervenant. Là, je vous ai donné un exemple de l'outil Aller mieux à ma façon, qui est un outil qui est destiné aux personnes qui vivent à des difficultés de dépression ou d'anxiété. C'est un outil qui vise à regarder avec la personne tout ce qu'elle fait déjà pour aller mieux, puis l'inspirer à partir de l'expérience de 50 personnes qui se sont rétablies d'une dépression ou d'un problème anxieux ou d'un trouble bipolaire. Donc, c'est 50 personnes qui nous ont donné leurs trucs, leur stratégie d'autogestion, qu'on a mis dans un livret et que les hommes peuvent consulter pour savoir, en fond, se reconnaître dans les autres. Hein? Et ça a un effet très, très fort sur l'espoir, hein? Sur ça vainc le sentiment d'impuissance. Hein? Ça se rend compte, donc j'en fais pas mal, hein? Il faut que je continue. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. L'outil est gratuit. On a une banque de ressources qui va avec cet outil-là. Et donc, c'est facile de l'avoir. Il existe en français et en anglais. En anglais, c'est Getting Better My Way. Et donc, c'est un exemple de choses qu'on peut mettre en place demain matin très facilement. D'ailleurs, la ressource Autonomie de Québec est en train de mettre en place ça avec ses groupes d'hommes puis en individuel. L'autre élément, c'est de favoriser une meilleure collaboration avec les médecins. Je pense que c'est incontournable. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Soyez pas gênés. Il n'y a aucun médecin dans la salle. Fait que, en tout cas, c'est à réfléchir, OK? Je pense qu'il faut nettement, là, c'est quelque chose qui est un peu séparé. Donc, il faut essayer de faire entrer santé et bien-être des hommes dans la cour aussi des médecins pour qu'ils nous réfèrent les gens, oui. Parce que les hommes, ils vont voir le médecin. Ensuite, offrir aux hommes qu'un proche les accompagne lors du premier rendez-vous, puis idéalement même permettre que le rendez-vous soit fait par la conjointe, par la sœur. Des fois, juste de prendre le premier rendez-vous, là, ça peut faire toute une différence. Je pense aussi, je vous ai parlé en tout début, là, des hommes plus jeunes, hein, célibataires, à faible revenu, sans emploi. C'est ces hommes-là qui vivent le plus de détresse psychologique au moment où on se parle. Okay? Est-ce qu'on les rejoint bien? Pas sûr. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de développer des services, mais avec eux. Est-ce qu'on peut en repérer quelques-uns qui pourraient nous aider à mieux comprendre c'est quoi leur réalité puis qu'est-ce qui pourrait les aider? Souvent, moi, je trouve qu'il y a une déconnexion entre les gens qui pensent les services et les gens qui en ont besoin. Okay? Ça, pour moi, c'est un problème. Ensuite, développer un site Internet spécialisé et bilingue, bien sûr, pour lequel, puis je pense que ça serait facilitant pour les médecins aussi d'avoir tout ce site-là facilement accessible pour référer les personnes vers vous. Alors, en conclusion, je m'arrête là-dessus. Je pense qu'on peut faire plus, on peut faire mieux pour combler le fossé entre les hommes et les services. Je pense qu'on peut travailler tous ensemble dans cette direction-là. Puis la journée d'aujourd'hui, c'est une opportunité extraordinaire pour justement briser un peu les silos, discuter, penser à des nouvelles approches. Et donc, je vous souhaite vraiment une belle journée, une journée fructueuse, positive, agréable. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jenny. C'était clair, net et précis. Maintenant, on a la chance d'avoir à peu près 20-25 minutes pour échanger avec Jenny et avec les personnes dans la salle sur les résultats. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous interpelle? Est-ce que ça vous amène à l'action? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça fait juste confirmer ce que vous pensez déjà? Alors, on a 2 micros de chaque côté. Alors, je vais vous inviter là, donc à y aller. Je sais qu'en tout cas, moi, ce qui nous a surpris, c'est la donnée sur les jeunes de Montréal. Le 43 %, moi, ça m'interpelle beaucoup, beaucoup. On dit souvent qu'on est dans un monde anxiogène, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Mon fils parle souvent de l'anxiété. C'est vraiment quelque chose qui est très présent, qu'on sous-estime. C'est comme si c'est un peu le mal du siècle, l'anxiété, parce que c'est comme, tu ne peux pas diagnostiquer ça avec une prise de sang, on ne le saisit pas. Mais c'est quelque chose qui est vraiment présent. Les 43 % de détresse psychologique chez les jeunes de Montréal, il y a quelque chose là. Je pense que nous tous, hein, on ne pense pas toujours nos services en fonction. Éric Couteau. C'est pas parce que je suis debout à côté du micro que je vais avoir une question. J'espère. Non, en fait, Jenny, j'aimerais savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, Éric Couteau, travailleur social, aujourd'hui, étudiant doctoral à l'Université Laval, chargé de cours et aussi impliqué au Centre de ressources pour hommes de Montréal. Je voulais savoir, Jenny, dans le sondage, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu plus en détail
l'outil ou la mesure qui permet d'établir, dans le fond, que 25% des hommes arrivent avec un certain niveau de détresse psychologique. Donc, comment, dans le sondage, c'est construit, à partir de quand on va estimer qu'un homme est en détresse versus un homme qui n'est pas en détresse, puis à quel point ça mesure ou pas les particularités de ce qu'on connaît de la socialisation des hommes. OK. Fait que c'est juste nous donner un peu plus de détails là-dessus, pour qu'on comprenne bien, quand on dit que tant d'hommes vivent de la détresse, mais ça signifie quoi exactement? Oui, je vais te répondre Alors, vous avez remarqué la belle moustache de Éric. C'est sa moustache du mois de novembre. Très spectaculaire. OK, merci d'avoir meublé les quelques secondes. Être animateur, c'est ça aussi. C'est de saisir ce qui est disponible, les moustaches, entre autres choses. J'adore ça. OK. Alors, on a utilisé, pour mesurer la détresse psychologique, un questionnaire standardisé qui est utilisé dans la plupart des études épidémiologiques sur la détresse. OK? C'est un outil à 6 items. Vous voyez les items qui sont là. Donc, nerveux, fatigué au point où tout est un effort, déprimé, agité ou incapable de tenir en place, bon à rien, désespéré. Donc, la question demande, au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti cela? Et là, c'est tout le temps, la plupart du temps, rarement, jamais, puis bon, vous comprenez. Et donc, l'idée, c'est les personnes qui ont un score de 10 ou plus à cette échelle-là sont considérées comme ayant une détresse psychologique probable. Voilà. Est-ce que ça répond? C'est très clair, merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Ah, c'est bon, là, puis on reviendra à l'autre micro après. En fait, c'était... Si vous voulez juste vous nommer. Oui, David. Si vous travaillez pour une organisation, le préciser aussi. Vas-y. David Michalessin, je suis psychologue, je travaille au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. En fait, je voulais savoir s'il y avait comme plus d'informations disponibles sur cette difficulté-là, autant soit de faire la demande que ce soit une barrière s'il y a des frais à débourser pour des services. En fait, je me demandais s'il y avait comme plus d'informations par rapport à c'est quoi en fait, s'il y a de l'information supplémentaire par rapport à ça. Bien, en fait, il y a de la littérature scientifique qui montre que dès qu'on met même $1, $2 de frais, ça peut rebuter certaines personnes, particulièrement les plus défavorisées. Quand on vit sur l'aide sociale avec $700 par mois, de payer 2 piastres pour aller voir son intervenant, c'est même pas possible. Même des fois, il y a des barrières de transport pour y aller. Donc, il y a de la littérature scientifique. Par rapport à notre sondage, non, on n'est pas allé plus loin. OK, merci. D'ailleurs, pour le CIUS de l'Ouest, est-ce que vous pouvez nous dire si les services sont offerts dans les 2 langues? Parce que c'est vraiment une demande qui était particulièrement élevée dans votre territoire. Boy. Je ne voulais pas vous mettre dans l'eau chaude. Non, mais c'est correct, je peux parler pour... en fait, c'est l'essai de la Salle et la Chine. En fait, ils sont vraiment dans un entre-deux, en tout cas avec la pénurie de main-d'œuvre. Des fois, les intervenants qui sont disponibles, généralement, sont bilingues, mais en fait, à propension plus francophone. C'est sûr que plus on va vers l'ouest de l'île, le Lake Shores, ça devient vraiment plus facilitant, mais il y a comme cet espace transitionnel qui est un petit peu plus difficile. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer à l'autre micro. Oui, bonjour. Richard Dufour, intervenant en paternité entre parents de Montréal-Nord, organisme communautaire. Alors, 2 questions techniques d'abord. Vous avez parlé d'un quart des hommes qui avaient de la détresse psychologique. Ensuite de ça, vous avez détaillé, quand je comprends que 43% des 25-34 ans, c'est sur le corps des hommes. Non. Non. C'est dans l'ensemble du sondage, là, chez les 25-34 ans, la proportion de détresse est de 43%. Donc, le corps, c'est une moyenne? Le quart, c'est quand on prend tous les âges confondus, de 18 à 100 ans, OK. Il y en a 25%. C'est une moyenne, c'est 25%. C'est une moyenne, c'est ça. Donc, Et quand on prend les jeunes de 25 à 34 ans, bien, la prévalence de la détresse serait de 43%, donc, presque un jeune sur 2. OK, c'est bon de le comprendre. Tu t'approches un petit peu pour qu'on t'entende mieux? Oui, OK. Et l'autre, quand on parle de référence avec les médecins, est-ce qu'on parle de référence dans les milieux gouvernementaux, SLSC et communautaires également? Je ne suis pas certaine de saisir votre question. Si on approche les médecins pour dire, ces gens-là, Oui. CLSC, tout ça, organismes communautaires aussi? Ben oui! OK. Ben oui, absolument. Votre organisme là, en paternité, là, est-ce que les médecins de famille le connaissent? Est-ce qu'ils peuvent référer les futurs papas chez vous? C'est vraiment dans cette perspective-là.
je pense que les médecins connaissent quand même qu'il y a des CLSC et des services dans le public, mais ils vous connaissent très peu dans le communautaire. Et dernière chose, c'est plutôt une réflexion avec ce que vous apportez, c'est que les hommes, contrairement à ce que j'ai déjà pensé, puis ce qu'on peut peut-être penser, ils veulent être écoutés. Ça, c'est sûr qu'il faut les écouter, là. Mais ils veulent aussi qu'on les amène quelque part. C'est ce que vous dites. Et ça, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un travail à faire, il y a une exigence importante pour... Il y a des patterns que les hommes ont. Et ces patterns-là font, à mon sens, qu'ils vivent des détresses psychologiques. Alors, de défaire ça ou d'amener les hommes à changer ça, je crois que c'est un travail de longue haleine et il faut trouver les outils adéquats. Bien, oui, je ne suis pas en désaccord avec vous, absolument, mais je pense que certains hommes qui vivent une détresse psychologique, ils ont besoin aussi dans le ici et maintenant d'avoir un gain rapide de ce qui se passe. Si ça prend 8 rencontres avant de se sentir un peu mieux, puis moi, je privilégierais des approches qui donnent un gain rapidement dès les premières rencontres, puis que l'homme ressorte avec quelque chose de concret très rapidement. Oui, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, exact. Merci beaucoup. On va passer la parole à la prochaine personne, mais mardi, j'étais dans un forum sur le bilan de la politique de périnatalité, puis les gens disaient à peu près la même chose qu'on dit aujourd'hui sur les médecins. Il y a un enjeu sur les médecins. Les médecins, c'est pas des jeux. Il ne faut pas juger les personnes. C'est pas que c'est des mauvaises personnes qui sont pas gentilles, qui ne veulent pas collaborer. Mais il y a quelque chose de systémique dans notre façon de... La collaboration entre les médecins et les autres intervenants, il y a un enjeu qui revient dans à peu près tous les secteurs. Donc, il y a vraiment quelque chose à nommer et on voit quand c'est le premier en haut de la liste, je pense que ça doit vraiment nous inciter très, très fortement à une réflexion. Et c'est aussi les gens qui sont les plus difficiles à mobiliser. C'est pas pour rien qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Hein, c'est vraiment un enjeu là, sur lequel il faut vraiment travailler tous ensemble. Alors, la parole est à toi. Oui, Daniel de Pause Famille. En fait, moi, c'est une préoccupation, c'est parce qu'on parle des médecins, de la référence qui se ferait rapidement, puis on parle de détresse psychologique. Puis ce que je me dis, c'est que l'accès réel aux soins de santé, au niveau de santé mentale, je veux dire, quelqu'un, s'il a de la chance, après 3 mois d'attente, il va avoir le droit à 10 séances, ce qui est quand même pas mal, parce que d'habitude, il consulte 3 fois, mais ce qui est quand même pas non plus un vrai long terme, nécessairement. Puis c'est pas non plus rapide 3 mois, je pense pas, même si je suis pas en train de, même si on le sait, là, c'est pas que les services sociaux font pas ce qu'ils peuvent, là, c'est pas ça la question. C'est que ces services-là, en dehors de ça, ils sont extrêmement coûteux. Je veux dire, qui peut se payer un psychologue longtemps, là, même s'il y a 500$ d'assurance, il va pas loin avec ça. Là. Fait que tout ce qui est en bas de 35 000 ou en bas de 40 000, ça devient compliqué pour un travail réel. Puis évidemment, il y a beaucoup d'acteurs dans le communautaire qui peuvent faire une partie. Moi, j'y suis depuis longtemps, mais ce que je vois, c'est que la plupart de ceux-là, à la rigueur, c'est une porte d'entrée. On aide, on dépanne, on va donner des outils dans l'immédiat, on va accrocher, mais après ça, c'est qu'on est les bonnes personnes pour les accompagner dans des services à long terme, puis bon, ils vont nous faire confiance, puis on peut les mener là. Mais c'est qu'après ça, cette deuxième étape-là, elle se fait à peu près pas. Fait que même si le médecin peut référer à des services, ou même si le médecin peut proposer de consulter, bien, il reste encore un gros problème après. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout à fait. Donc, on le voit effectivement dans le public. L'accès à la psychothérapie est difficile. C'est des psychothérapies brèves qui sont privilégiées pour justement diminuer les listes d'attente. Effectivement, le milieu communautaire peut jouer un rôle important, mais effectivement, c'est sous-financé aussi, le milieu communautaire. Il commence à avoir des listes d'attente dans le communautaire aussi. Certains organismes ne peuvent même plus prendre des nouveaux usagers. Donc moi, je pense que ça prend un réinvestissement important en santé mentale. Mais là aussi, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, on va avoir un programme québécois d'accessibilité à la psychothérapie. Donc les psychologues en pratique privée vont pouvoir aussi mettre l'épaule à la roue pour offrir des psychothérapies dans le privé, mais remboursées par l'assurance maladie. Donc ça s'en vient. Là. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça va pouvoir nous aider un petit peu. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que je pense que ça prend un investissement supplémentaire en santé mentale. Merci. Ouais. Puis en complément aussi, on dit souvent c'est important avec les hommes et envers tous les groupes d'aller vers. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter la Maison du Père et il y a plein d'intervenants psychosociaux qui travaillent dans la Maison du Père.
particulièrement avec les clientèles, avec les itinérants, c'est compliqué de les amener dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est que d'aller vers, je pense qu'il y a des choses à imaginer. Justement, les ressources, les psychologues, d'aller vers les organismes communautaires. Si les hommes sont là, pourquoi pas amener les ressources vers ces lieux-là? Fait que des fois, à un moment donné, il y a comme des ajustements, des façons de penser autrement qui pourraient permettre de faciliter ces connexions-là. Bonjour, moi c'est Martin Salva, je suis intervenant au Centre de ressources pour hommes. J'aime beaucoup ce qui est dit, je trouve ça très riche, là, ce qu'on dit ici. Là. Puis il y a un petit commentaire, mais au niveau de ce que vous avez dit, on constate beaucoup, que les données que vous avez présentées, là, c'est beaucoup ce qu'on constate sur le terrain. J'avais une question, notamment sur la demande des hommes, qu'est-ce qui amène les hommes à consulter? Je constate beaucoup ce que vous nous avez montré. Par contre, il y a aussi beaucoup de demandes pour le logement. Puis je ne l'ai pas vu apparaître. Est-ce que vous avez eu des données là-dessus? Sur le besoin de logement social? C'est que je suis étonné que ce n'est pas apparu que les hommes viennent appeler parce que la demande d'aide, c'est la perte de logement. Très intéressant. En fait, c'est un angle mort de l'équipe de recherche. On n'a pas du tout mentionné ces questions de logement-là dans le sondage. C'est pourquoi il est complètement absent des résultats. Donc, ça serait à faire éventuellement, mais effectivement, c'est un angle mort. Merci. Merci. Un autre aspect qui est intéressant, toute la question de la langue. Moi, j'ai eu la chance, on est en collaboration de plus en plus avec CHSSN, nos amis de la communauté anglophone, et je nous dis aux francophones, nous avons tellement de préjugés sur la communauté anglophone, c'est terrible. Comme envers les immigrants aussi souvent. Et on a vraiment des mythes à défaire, des choses à déconstruire de ce côté-là. On a soit un petit peu l'idée que l'anglophone, il est riche, il est blanc, puis il reste à Westmount, puis il a plein d'argent. La situation est évidemment beaucoup plus nuancée que ça. Et il y a des différences de langue, il y a des différences de culture, de rapport avec la communauté. Et ce que j'ai le goût de dire le plus simplement, c'est quand on est en détresse, on est dans une crise, on n'a pas le goût de traduire notre détresse. Hein? Je pense que c'est simple. Et il y a les anglophones à Westmount, mais il y a des gens dans des petits villages sur la Côte-Nord qui sont extrêmement isolés. Il y a un paquet de réalités qu'on ne connaît pas. Alors, je pense que comme groupe, on a vraiment des réflexions à y avoir parce que souvent, on tourne les coins ronds pour les immigrants et pour les anglophones. Voilà, c'est un petit commentaire éditorial que je me suis permis. Alors, voilà, c'est à vous. Daniel Rivard du CIUS du nord de l'île de Montréal. Et on parle beaucoup des médecins. Je pense que la place importante que les infirmières prennent dans le réseau. Et souvent, je pense que l'accès pourrait aussi être par rapport aux infirmières, à l'ordre des infirmières, qui, elles, ont un accès des fois par rapport aux médecins que nous, on n'a pas. Et souvent, les infirmières, les supra ou super infirmières, sont souvent la première personne plutôt que le médecin. Puis des fois, on ne se rend pas au médecin bien souvent, dans le fond, avec des changements au niveau du réseau. Je pense qu'il faudrait peut-être penser aussi par rapport aux infirmières à ce niveau-là. C'est une excellente idée, effectivement. Puis ça aussi, c'est un angle mort du questionnaire. En fait, on n'a pas du tout sondé sur quelle serait la probabilité que vous consultiez un intervenant si une infirmière vous le recommandait. Effectivement, donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de plus en plus. Hein, donc, les infirmières vont jouer un rôle important, effectivement, dans le réseau. Donc, ça serait peut-être des actrices importantes à impliquer. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, Denis Gagnon, organisme Choc à Laval, Carrefour Hommes en changement. Aussi intervenant au centre de crise Lilo à Laval. Donc, des hommes en détresse, moi j'ai l'occasion d'en voir souvent. On est arrivé un petit peu en retard vu à ce qui est arrivé à Montréal aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a eu une statistique de nommer par rapport aux hommes mal dirigés, les impacts. Parce que, comme vous avez nommé, souvent ils se retrouvent dans le réseau de la santé et des fois ils sont mal dirigés puis ils abandonnent leur démarche ou ça fait 3 ou 4 intervenants qu'ils rencontrent pour qu'on puisse puis qu'on finit par leur dire non, mais là, tu n'es pas à bonne place. Je ne sais pas s'il y a eu une évaluation des impacts à ce niveau-là. Pas dans le cadre du présent sondage, mais ça a été souvent rapporté dans les entretiens qualitatifs que notamment Gilles a mené là, dans le cadre de son étude sur la perception des besoins d'aide des hommes. Donc effectivement, ça c'est souvent remarqué dans les recherches plus qualitatives que les hommes rapportent être un petit peu balancés d'un endroit à l'autre, puis finalement se décourager. La seule statistique qu'on a par rapport à ça, c'est lorsque les hommes tombent sur une boîte vocale, mais plusieurs personnes laissent carrément tomber. C'est ce que j'ai de plus rapprochant pour répondre à votre question. Merci. On a la chance d'avoir Gilles avec nous. Gilles, tu aurais sûrement quelque chose à nous dire.
Fait que, écoutez, on veut en profiter un peu. Peut-être compléter un petit peu. Alors, bravo, effectivement, pour cette belle présentation, Jenny. Effectivement, dans l'équipe, dans la recherche du Royaume aussi de 2013, si je me souviens bien de l'année, la question des références à répétition était vraiment un des points majeurs que les gars rapportaient en disant quand je suis référé 10 fois, là, ça ne marche pas. Je ne ferai pas 10 fois raconter mon histoire. Ça revient dans plusieurs recherches qualitatives, effectivement, dont tu soulevais très bien, Jenny. Une des choses que je voulais revenir, qui est aussi intéressante, quand on parlait du logement, les hommes sont souvent en recherche, viennent souvent des besoins concrets. Le logement en est une, effectivement. L'aide de dernier recours, Jean-Yves va en parler dans sa présentation tantôt. C'est sûr que l'aide de dernier recours, c'est une situation bien concrète. On a besoin d'argent. Et donc, du même coup, il y a là une situation de détresse très forte au moment où on fait cette demande-là, qui est un temps important. Des gens avec qui vous êtes en contact, c'est des médiateurs et des avocats dans les cas de séparation. Dans la recherche qui avait été faite, entre autres, autour de Père séparé avec Jean-Martin, c'est un élément qui était ressorti beaucoup. On avait eu des éléments de ça aussi dans la perception des hommes de leurs besoins psychosociaux et de santé. Des gars qui disaient, moi, je suis allé au service parce que c'est mon médiateur qui m'a référé ou c'est mon avocat qui m'a référé. Et il y a beaucoup de liens à faire parce qu'on sait que la séparation est une période de détresse importante pour beaucoup d'hommes. Et donc, nécessairement, ces gens-là qui viennent pour une aide concrète, de l'aide juridique, est un élément, est une période importante. Et probablement, si on fait le tour, la recherche aussi de Sophie Dupéry auprès des hommes qui vont faire des requêtes dans les banques alimentaires, là aussi, une aide concrète importante. Beaucoup d'hommes à détresse importante à ce moment-là. Et mon histoire d'intervenant aussi, j'ai des images de gars qui sont demandé de l'aide alimentaire. C'était une période très difficile et qu'on pouvait identifier effectivement des périodes de détresse importantes. Donc, souvent, ça se fait sur une base de demande concrète. Et donc, à chaque fois qu'on est dans des situations comme ça, beaucoup d'organismes sont appelés à finalement détecter des hommes en détresse et à faire des liens éventuellement avec des ressources qui font plus de soutien psychosocial en parallèle. C'est un excellent point, Gilles. Je pense que justement, quand Raymond disait aller vers, donc ça pourrait être justement que votre ressource se fasse connaître des banques alimentaires, des comités de logement, là où se retrouvent les hommes qui vivent des crises puis qui sont à faible revenu aussi, parce qu'on sait que justement la détresse psychologique est plus élevée chez ces hommes-là. D'ailleurs, le taux de suicide est 2 fois plus élevé chez les hommes qui appartiennent au quintile de revenus le plus faible comparativement aux hommes qui appartiennent au quintile de revenus le plus élevé au Québec. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se préoccuper. Merci beaucoup. On va aller de l'autre côté de la salle. Oui, bonjour. Moi, c'est Stéphane Hernandez du Sud Centre-Ouest de Montréal. J'ai une petite préoccupation pour les hommes immigrants. Je pense qu'ils vivent certaines préoccupations particulières, puis il y a certaines façons d'aller les rejoindre qui seront peut-être différentes de la majorité des hommes en général. Fait que ma question, c'est est-ce que vos données permettent de discriminer c'est quoi leur réalité particulière, puis leur façon de répondre à leurs demandes? Malheureusement, non. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Je pense qu'on a, Gilles, est-ce que tu te rappelles si on avait regardé le statut, si on posait la question sur est-ce que la personne était immigrante, on l'a dessus? On a posé la question, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de distinctions dans les résultats de mémoire, ce qui fait qu'on ne les fait pas sortir parce que c'était pas significatif comme différence. C'est ça, donc ça reste... On avait plus à partir des études qualitatives qui ont été faites, d'autres études avant où effectivement, on sent qu'effectivement la période migratoire particulièrement est une période de stress très importante. Beaucoup de détresse entre le projet que j'ai imaginé de migration et ce qui se passe réellement quand je suis toute la question de la déqualification professionnelle est un élément important. Et effectivement, sous ce volet-là, souvent la demande rentre sur le soutien pour l'insertion socio-professionnelle. Et donc, tout le travail autour de l'insertion socio-professionnelle avec nos immigrants est une bonne porte d'entrée aussi pour le soutien psychosocial. Écoutez, je pense que c'est vraiment, là je vais me permettre un autre éditorial, un autre angle mort. Il y a beaucoup d'angles morts dans notre dossier. Hein? Toute la question des hommes immigrants, pour moi, je considère que c'est un dossier orphelin au Québec. On a vraiment du travail à faire là-dessus pour faire apparaître ces réalités-là, ces particularités-là. Et comme justement, souvent, on ne les voit pas, là, je vais lancer un appel à nos amis chercheurs, nos amis du Sherpa, nos amis du pôle d'expertise. Je pense qu'il y a vraiment il faut monter le dossier, il faut le documenter pour faire apparaître ces réalités-là, parce qu'elles disparaissent dans des cadres en général. Il y en a d'autres réalités particulières, les hommes autochtones.
Il y a vraiment des enjeux de santé des services sociaux extrêmement importants pour ceux qui les concernent. Les hommes des minorités sexuelles, il y a des enjeux particuliers aussi. Je pense que c'est ça, il faut qu'on... Au début du dossier santé bien des hommes, c'était juste de faire apparaître les hommes en général. C'était un gros travail parce que les hommes existaient peu. Là, je pense qu'on est rendu dans une nouvelle étape où on peut regarder des réalités particulières, mais ça, il faut vraiment être vigilants tous ensemble pour faire apparaître ces réalités-là. Et je vous ai dit tantôt qu'on a un prochain plan d'action santé bien-être des hommes en 2022. Si on veut que ces enjeux-là se retrouvent dans le prochain plan d'action, il faut commencer à travailler tout de suite sur ces enjeux-là pour les mettre en lumière, les documenter et permettre au ministère, aux CIUS, aux gens des milieux communautaires d'avoir des actions efficaces et pertinentes. Donc, vous voyez, là, je me permets des éditoriaux, mais je pense que c'est important de regarder dans nos angles morts. On a tous des angles morts et il faut vraiment mettre ça en lumière. Ça m'arrive des fois de faire des éditoriaux, là, je me le permets. Alors, est-ce que tu as une conclusion à ajouter à tout cela, Jenny? Je n'ai pas vraiment de conclusion, là, je l'ai fait tantôt. Je pense qu'il y a un fossé entre les hommes et les services et que vous êtes bien placés pour essayer de penser à des solutions innovantes pour essayer de combler ce fossé-là. J'ai plein de confiance en vous. Puis, donc, cette journée-là, c'est une opportunité de le faire, de vous rencontrer, de vous réseauter. Fait que bons échanges tout au long de la journée. Merci. Ça commence bien, avec des beaux contenus de qualité. Alors, on va aller bientôt à la pause. Je vous donne juste quelques petites consignes pratico-pratiques. Alors, j'espère que tout le monde, vous avez eu votre pochette, votre petite cocarde également. Donc, il n'y a pas de formulaire d'évaluation dans la pochette parce que l'évaluation va se faire en ligne. Donc, dans les prochains jours, vous allez recevoir un lien pour compléter l'évaluation. On vous demande de le faire. Pour nous, c'est vraiment très précieux. Dans les ateliers, on va demander à chaque atelier pendant la journée d'avoir un rapporteur. Donc, l'atelier, vous êtes autonome, vous pouvez nommer qui vous voulez, mais on va vous demander non pas en 20 minutes de nous redire tout ce qui a été dit à l'atelier, ça ne serait pas utile, mais on va vous demander d'identifier 3 messages clés pour qu'à la fin de la journée, on puisse faire une synthèse. Donc, la synthèse va être très appréciée lors de la synthèse. Alors, les ateliers de ce matin... Dans la salle 202, ce sera l'atelier « Le choc culturel et les défis de l'intégration chez les hommes ». Dans la salle 200, ce sera « La détresse masculine, mieux comprendre pour mieux intervenir », l'atelier 1B. Après ça, l'atelier 1C dans la salle 203, « En marge de la masculinité hégémonique, parcours et portraits d'hommes vivant en situation de pauvreté ». Après ça, dans la salle, l'atelier 1D, stress et résilience chez les hommes gays, bisexuels et transgenres dans la salle 201. Et finalement, l'atelier 1E, dans la salle 204, l'atelier d'appropriation et d'échange pour les gestionnaires. À midi et quart, on vient tout le monde ici pour le dîner, c'est des boîtes à lunch. On a 17 boîtes à lunch VG, parce qu'il y a 17 personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient avoir une boîte à lunch VG, donc tout est là. Pendant le dîner aussi, on a une formule qu'on a faite l'année passée, qu'on a bien aimée. C'est ce qu'on appelle le salon des exposants. Donc, il y a des kiosques tout autour de la table pour que vous puissiez rencontrer des organismes communautaires et des gens du réseau de la santé et des services sociaux. Profitez-en pour mettre... des fois, on connaît l'organisation, mais on n'a pas de visage à mettre sur le contact. Donc, en après-midi, on retourne dans les ateliers et à la fin, vers 15h45, on revient ici pour une synthèse collective. Et après ça, on va fêter avec un petit 5 à 7. Dernier petit commentaire, les PowerPoint qui vont nous être transmis par les conférenciers vont être mis en ligne sur notre site Internet. Alors, voilà, bon colloque, puis on se rejase tout au courant de la journée. À bientôt!